Alors, bon, il y a un personnage que j'aime beaucoup dans cette histoire-là, parce qu'il est haut en couleur, hein, avec ses grandes moustaches, là. C'est Tycho Brahe. Tycho Brahe, c'est lui aussi, c'est une légende. C'est une légende, il vivait à la fin du XVIe. Et on peut dire que la découverte qu'il a faite, c'est la première observation référencée d'une explosion de supernova. Le 11 novembre 1572. Cette date est super importante parce que avant cette observation-là qu'il a faite, avant, on était sur une conception du monde, du cosmos, qui était celle qui nous venait d'Aristote et des Grecs, qui était un monde figé, immuable, avec des étoiles gravées dans ce qu'on appelle une orbe de cristal qui tournait autour de la Terre. Mais surtout cette notion de monde immuable, le monde des étoiles, un monde immuable qui tourne autour de la Terre. Et lui, il a fait voler ça en éclats, puisqu'il découvre que dans cette sphère, il y a une nouvelle étoile qui apparaît. Alors lui, il croyait que c'était une nouvelle étoile qui naissait forcément. Cette explosion de supernova a fait un flash tellement immense qu'il est resté plusieurs semaines, même visible de jour. Donc il pensait que c'était une nouvelle étoile qu'il ne savait pas, qu'en fait c'était une étoile qui mourait. Donc ça, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Mais concrètement, le côté immuable de ces étoiles est volé en éclats. C'est devenu en quelques années l'homme le plus célèbre d'Europe. Sa renommée est même allée jusqu'en Chine. Il a été reçu dans toutes les cours d'Europe comme un roi. Et d'ailleurs, l'empereur du Grand Empire, du Saint-Empire de l'époque, Rodolphe II, en a fait son mathématicien royal. C'est devenu vraiment quelqu'un de très très célèbre en quelques années. Le roi du Danemark, suite à cette découverte, lui a offert une île pour qu'il construise le plus grand télescope de l'époque, Uraniborg. Et grâce à ce télescope, il a, dans la foulée, 2-3 ans après, il a découvert une comète, et il a montré que cette comète, vu sa trajectoire, venait aussi de derrière. C'est-à-dire que non seulement c'était immuable, mais en même temps, cette limite n'existait pas, il y avait des choses derrière. C'est pour ça que cette gravure là, du XVIIe siècle, c'est pas lui qui a représenté. Mais moi, à chaque fois que je la vois, c'est lui que j'imagine. C'est lui qui a été le premier à soulever le voile, aller au-delà. Vous comprenez? Et ça, c'est une révolution dans la pensée humaine. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le début de notre civilisation scientifique, où on se rend compte que l'observation scientifique, l'explication scientifique, dépasse de très loin les dogmes religieux, en termes pour s'approcher de la vérité. Okay. Donc il est très important. Alors c'est une légende aussi, malheureusement, c'est une légende en fait qui est tombée dans l'oubli. Peu de monde qui le connaît vraiment. On parle beaucoup plus de Galilée ou de Kepler, etc. Alors il a été le maître de Kepler. Il a été engagé par l'empereur, mais à la mort, enfin, il a eu le temps. J'ai oublié de vous dire que c'est à 26 ans seulement qu'il a fait cette découverte de la supernova. Eh bien, il a embauché un assistant, c'était Kepler. Il a formé Kepler. Mais ils ne sont pas restés à travailler très longtemps ensemble, parce qu'il est mort en 1601 de l'une des morts les plus terribles, stupides. La légende est venue de là. D'ailleurs, c'est probablement une légende, on ne sait pas si c'est vrai. Mais la légende raconte qu'à la cour de Rodolphe II, le protocole était tellement rigide, rien ne devait bouger, qu'il faisait des discours qui duraient 7 heures, 8 heures, et lui, il avait un problème de vessie. Il s'est retenu de pisser pendant 7 ou 8 heures. Il ne pouvait pas bouger. La légende dit qu'il en est mort. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est allé très très haut dans le côté illustre, et qui descendait très très bas. Et il a été un petit peu oublié. Alors lui, c'est pas lui là. C'est pas Tycho Brahe là. C'est l'un de ceux pour vous montrer que c'est pas rien, parce que quand on sort du voile, et surtout qu'on l'annonce publiquement à la cour de Rome devant le pape, on se fait brûler. Là, lui, c'est Giordano Bruno. Suite aux découvertes de Tycho Brahe, lui, il a osé dire à Rome, en présence du pape, « Je fends les cieux. Je fends les cieux. » Il a dit ça. Pour vous dire, voilà, il y a un avant et un après. Voilà, qu'est-ce que j'ai à vous dire sur lui? Voilà, donc, évidemment, ça a lancé toute une série de savants, cette découverte, Kepler, puis ensuite il y a eu Newton, Kepler qui a fait des découvertes expérimentales et Newton qui les a mises en équation. Bon. Mais tout est parti
ceux-là, de Tycho Brahe. Tycho Brahe, il a fait les mesures aussi. Hein. Il a aussi, oui, bien sûr. Et Kepler a interprété. Voilà. Et après, c'est. Sur les comètes en particulier. C'est un trio. C'est un trio incroyable. C'est Galilée. Ok, alors, voilà une simulation. Ce qui se passe, c'est qu'on n'a aucune image de jour d'une supernova qui explose, forcément, puisque la dernière c'était en 1572. Alors en réalité, c'est pas vrai. Il y a eu aussi une conjonction incroyable. Il est mort en 1601, et en 1601, je crois que c'est peu de temps après sa mort, Kepler lui succède comme mathématicien royal à la cour du Saint-Empire. Et là, incroyable. Alors que normalement, des explosions de supernova dans notre galaxie, il y en a 3 par millénaire. Boum, rebelote, une deuxième, dans un endroit qui n'a rien à voir, en 1601, la supernova de Kepler. C'est pour vous dire aussi qu'il n'y avait pas simplement des savants incroyables, il y avait aussi, il y a eu des coïncidences, le ciel était de la partie. Et donc voilà, on n'en a pas d'image. Alors en 87, il y a eu une supernova visible depuis la Réunion. Mais elle n'a pas explosé dans notre galaxie. Elle a explosé dans le grand nuage de Magellan. Et elle n'était pas visible de jour. Je ne sais pas, est-ce que tu l'avais vu toi? Non. Non. Moi non plus. Je n'étais pas encore à la Réunion. Il manquait quelques années.